Bonjour à tous. Je vais vous parler de Jean Goëvreau, médecin de Marguerite de Lorraine, duchesse d'Alençon, de Charles IV, son fils, duc d'Alençon, de Marguerite de Valois-Angoulême, reine de Navarre, de son époux Henri d'Albret, roi de Navarre, médecin aussi de François Ier, roi de France, de son fils Henri II, roi de France, et des enfants d'Henri II et Catherine de Médicis. C'est un destin d'ombre et de lumière. J'ai rencontré Jean Goëvreau près de la cathédrale du Mans, devant un hôtel particulier du XVIe siècle, appelé autrefois Maison canoniale Saint-Jacques, et aujourd'hui nommé également Hôtel du cardinal Dubois. En effet, le cardinal Dubois, un grand ecclésiastique sartois, qui fut archevêque de Paris, l'avait acheté en ruine en 1927, remise en état, et donné à la société savante qu'il avait fondée, la Société historique de la province du Maine, pour encourager ses travaux de recherche. Cette ancienne maison canoniale Saint-Jacques appartient toujours à la province du Maine, dont je suis devenue la trésorière. J'ai donc eu maintes fois le privilège d'entrer dans ces lieux anciens et de passer devant cette plaque. Or, voici ce qu'on peut lire sur cette plaque apposée au portail. Maison canoniale Saint-Jacques, construite en 1560 par Pierre Goëvreau, fils de Jean Goëvreau, médecin de François Ier, acquise et restaurée par le cardinal Dubois. Cette plaque, dont on ignore à la fois l'auteur et la date d'inauguration, m'a bien intriguée. J'ai eu grand désir de connaître ce médecin et sa famille, et je vais esquisser dans un premier temps le destin de cet homme qui soigna roi, reine de France et de Navarre au XVIe siècle. J'ajoute qu'au cours de mes recherches, j'ai découvert que l'inscription sur cette plaque comportait une inexactitude. Dans une seconde partie, j'évoquerai, à partir de son petit traité de médecine, son art médical imprégné des sciences de l'Antiquité, mais aussi des superstitions de son époque, et souvent d'une véritable pertinence et d'un grand bon sens. La vie de Jean Goëvreau ou Goëvreau, le V latin est sans doute en fait un E en français, devenu Jean de Goëvreau ou de Gouéraud après son anoblissement en 1540 par François Ier, reste obscur sur beaucoup de points précis, à cause des documents incomplets, des confusions créées par des prénoms identiques sur plusieurs générations. J'ai essayé de résoudre quelques incohérences, et cette étude s'est transformée en enquête, avec l'aide des documents et des recherches auxquels j'ai pu avoir accès, en particulier grâce au manuscrit d'un neveu, par alliance, du médecin, Jean II de Brévedent, c'est la famille de l'épouse du médecin, retrouvé intact à la fin du XIXe siècle. Ce Jean de Brévedent, au caractère très affirmé, écrivit ses souvenirs d'une plume alerte et vécut de 1531 à 1627, presque un siècle, atteignant l'âge remarquable de 96 ans. C'est Henri Lecourt, le descendant des Goëvreau et ami des Brévedent, qui en 1902, dans l'annuaire héraldique, rapporte ces écrits très précieux. Alors j'ai eu affaire à une série de petites énigmes ou de grandes énigmes. La première petite énigme porte sur son nom. Comment orthographier et prononcer son nom de famille? Au XVIe siècle, on prononçait probablement Goëvreau ou Gouereau et parfois Goëvreau. Dans les archives de la Société historique de la province du Maine, il est écrit Gouévreau et son descendant Henri Lecourt l'écrit Goëvreau. Sa date de naissance n'en est pas moins mystérieuse. Les historiens du début du XXe siècle le font naître vers 1495. Mais on trouve souvent aujourd'hui la date de 1501, qui me semble tardive. En effet, jeune, il devient le médecin de la duchesse de Lorraine, Valois-Alençon, et de sa famille. La duchesse meurt en 1521. S'il était né en 1501, il n'aurait eu que 20 ans à la mort de celle-ci, et il n'aurait sans doute pas fini ses études de médecine. Or, elles étaient longues, elles étaient exigeantes, elles duraient 7 ans. S'il est né en 1501, Jean Goëvreau a pu commencer ses études vers 18 ans,
en 1519 et les a terminées vers l'âge de 25 ans, en 1526. Et s'il est resté au minimum 2 ans au service de Marguerite d'Alençon, de 1519 à 1521, date de la mort de la duchesse, cela signifie en fait qu'il n'avait que 18 ans quand il est entré à son service comme médecin, ce qui paraît peu probable. Marguerite d'Alençon aurait pu le prendre sous son aile alors qu'il était tout jeune étudiant, non diplômé, mais il aurait été un peu hasardeux de la part de celle-ci de lui confier sa propre santé, ainsi que la santé de son fils, Charles IV, qui d'ailleurs était assez fragile. Il serait donc plus logique de reculer la date de naissance du médecin de quelques années vers la fin du siècle précédent, comme l'avaient suggéré dans le passé nombre d'historiens. On sait par contre de sources sûres qu'il s'est marié en 1520, autre indice qui laisse à penser, s'il s'est marié à la fin de ses études de médecine, qu'il était né vers la fin du XVe siècle. Il a vu le jour dans la petite ville de Mauves-sur-Huisne dans le Perche, comté qui s'étendait largement sur ce qui serait aujourd'hui le département de l'Orne, celui de l'Eure-et-Loir, de la Sarthe à l'est et de l'Eure. Sa famille n'est pas noble, mais d'excellente réputation. Elle est implantée à Mauves de très longue date. Un ancien champ de Mauves-sur-Huisne s'appelle d'ailleurs la mine Goévreau. Ses parents sont notés sur un acte officiel marchand. Ils sont certainement très pieux. Ils avaient fait établir un service des 4 temps à l'église du village. C'est une célébration de messe à chaque changement de saison, un reliquat de rite païen intégré par l'église. Ils sont aisés et probablement en pleine ascension sociale. Son père se prénomme Jean, son grand-père aussi. Il fera lui-même construire à Mauves une maison comportant une tour, en rénovant et en modifiant un bâtiment du XVe siècle qui aurait été un ancien monastère de femmes. Cette maison s'appelle toujours la maison Goévreau. Le manuscrit écrit par son neveu, Jean de Brévenant, indique qu'il avait au moins un frère, mais sans donner son prénom. Cependant, j'ai pu le retrouver. On verra que ce frère avait un statut social très important au Mans, qu'il s'appelait Pierre, comme le plus jeune fils du médecin, et qu'il était chanoine de la cathédrale du Mans. J'ai découvert enfin, et j'y reviendrai, que c'est lui, en fait, qui a vécu rue des Chanoines au Mans. On suppose que sa fratrie était bien plus importante, comme c'était courant à l'époque. Lui-même, Jean Goévreau, aura 8 enfants, 4 filles et 4 fils, dont un fils prénommé également Jean. Sa belle-sœur, Agathe, la sœur de son épouse Marie, aura 13 enfants. Son neveu, Jean de Brévenant, aura 15 enfants. Jean, simple fils de marchand, a pu faire très tôt la connaissance de la duchesse d'Alençon, qui deviendra sa bienfaitrice. Sans doute grâce à Jean, son père, qui était l'homme d'affaires de la duchesse. Un document nous apprend en effet que la duchesse s'était adressée à un certain Jean Goévreau, très probablement le père du futur médecin, pour l'achat d'un terrain à Mortagne destiné à la fondation d'un couvent de Clarisse. Cette duchesse d'Alençon, née Marguerite de Lorraine-Vaudémont, est un personnage étonnant, qui va jouer un rôle décisif dans la destinée du jeune médecin. Née en Lorraine en 1463, près de Domrémy, au château de Vaudémont, élevée à la brillante cour de Provence de son grand-père, le bon roi René, elle devient duchesse d'Alençon, comtesse du Perche et dame de Sainte-Suzanne, grâce à son mariage avec le duc René d'Alençon, membre de la maison Valois-Alençon, une branche princière de la famille royale. Devenue veuve très tôt, à 29 ans, en 1492, avec 3 enfants en bas âge, Charles né en 1489, Françoise et Anne, Marguerite vient passer l'été au Bon Air de Mauves, où elle reconstruit un ancien château en ruine sous la forme d'un très beau manoir. Elle se distingue déjà par sa bonté, sa piété et sa charité, par son intelligence
et par son courage aussi. Elle fait également preuve d'une volonté de faire. Elle se bat pour avoir la garde de ses enfants, ce qui était rare à l'époque, et pour apurer les dettes énormes laissées par son mari, qui avait perdu une véritable fortune au jeu. Une véritable amitié est certaine entre le médecin, tout jeune, et Marguerite d'Alençon. Celle-ci l'encourage, le protège, partage avec lui une grande piété, et tous les deux ont un grand bon sens, le respect d'une hygiène de vie toute simple, le goût du bon air de la campagne. Jean l'accompagne dans ses nombreux déplacements pour aller visiter les pauvres et les malades. En 1512, elle achète une maison à Mortagne, petite ville qui n'est pas loin de Mauves-sur-Huisne, près du couvent qu'elle transforme en hôtel-Dieu. Très pieuse, elle va y passer tous les hivers, comme une religieuse hospitalière. Les habitants appellent sa maison le petit hôpital, car elle y nourrit, elle y soigne les malades et les pauvres. Aidée dans ses fondations religieuses par le cardinal Philippe de Luxembourg, alors évêque du Mans, elle fonde des couvents de Clarisses à Alençon, à Argentan et à Mortagne. Ces couvents sont aujourd'hui désertés, mais un centre hospitalier moderne à Mortagne porte toujours son nom. Marguerite d'Alençon prend l'habit religieux en 1519 au monastère d'Argentan, 2 ans avant sa mort. Après sa mort, son corps, conservé intact, est transféré dans l'église d'Argentan, où aujourd'hui seul subsiste son cœur, les révolutionnaires ayant profané sa tombe. Elle sera béatifiée par le pape Benoît XV à la suite de plusieurs guérisons miraculeuses, de son vivant et après sa mort, attribuées à son intercession. On peut relever une coïncidence de date. 1 an après la sanctification de Jeanne d'Arc en mai 1920, la duchesse, qui était née non loin de Domrémy, est béatifiée en mars 1921. Et c'est très probablement elle qui avait suggéré à Jean Goëvreau d'écrire en français un livre de médecine, le premier sans doute qui ne soit pas écrit en latin, la langue des savants à l'époque. On en a pour preuve la préface d'un exemplaire paru en 1530, après sa mort, précisant que le livre a été, je cite, fait à la requête de feu Madame Marguerite de Lorraine, duchesse douairière d'Alençon. À la mort en 1521 de la duchesse d'Alençon, Jean Goëvreau est encore très jeune. Très apprécié de la famille de la duchesse, il reste le médecin de son fils unique, Charles, devenu Charles IV de Valois, dernier prince de sang de la maison des Valois-Alençon, et de sa femme, qu'il a épousée en 1509, Marguerite d'Angoulême, appelée aussi Marguerite de Valois-Angoulême. Celle-ci a prénommé aussi Marguerite, comme sa belle-mère Marguerite d'Alençon, jouera aussi un rôle essentiel dans la destinée du médecin. En effet, elle a un frère, François d'Angoulême, qui, à la mort de son cousin Louis XII, sera en 1515 sacré roi de France sous le nom de François Ier. En 1525, après le décès de son époux Charles, à l'âge de 36 ans, Marguerite de Valois-Angoulême se marie en secondes noces avec le roi Henri de Navarre, devenant la reine Marguerite de Navarre, brillante femme de lettres, surnommée la Marguerite des Marguerites ou la perle des Valois. Ainsi, Jean se retrouve servir le roi et la reine de Navarre, eux-mêmes respectivement sœurs bien-aimées et beaux-frères du roi de France. Il deviendra le médecin ordinaire de François Ier, qui l'ennoblira, et enfin son médecin principal, archiatre ou médecin-chef en grec ancien. Cette fonction très importante supposait que l'archiatre fut responsable de tous les médecins de la cour, mais aussi de l'organisation de la médecine dans tout le royaume de France. Les facultés de médecine de Paris et de Montpellier forment l'essentiel des médecins de la cour. On sait qu'il soignera avec succès les nombreux problèmes dentaires du roi François Ier, qui se déplaçait sans cesse de château en château, et l'on peut supposer qu'il ne manquait pas de l'accompagner. Il terminera cette brillante carrière de médecin
en devenant médecin d'Henri II, le fils de François Ier, et des nombreux enfants d'Henri II et de Catherine de Médicis. L'absence de portrait connu de Jean Goëvreau contribue à entourer ce médecin d'un certain mystère. On l'imagine simplement habillé très sobrement, puisque plus tard Marguerite de Navarre écrira de lui dans une correspondance à Montmorency « Il est de mauvaise montre ». Alors montre signifiant apparence à l'époque, mais il est sûr et loyal. Le compliment sur sa loyauté est d'importance, malgré la petite restriction sur son apparence. Alors, je me suis posé quelques questions. S'habillait-il de façon trop austère pour une cour royale de plus en plus raffinée? Manquait-il de prestance? En effet, François Ier mesurait près de 2 mètres. N'était-il pas assez brillant en société? Un autre rare témoignage sur l'apparence du médecin vient de son neveu évoqué plus haut, Jean II de Brévedent, qui écrit, je cite, « Le feu bonhomme Monseigneur de Goëvreau, mon oncle, était fort grave et d'autorité, ayant ordinairement une chaîne d'or au col. » Or, justement, sur cette gravure qui représente un médecin anonyme du XVIe siècle, à l'air très sérieux, sobrement mais soigneusement vêtu, on distingue autour de son cou une grosse chaîne, peut-être en or. Se pourrait-il que ce soit le portrait de Jean Goëvreau? Au fil des ans, la fortune personnelle du médecin s'accroît. Il achète des biens dans sa région natale. En 1521, il devient, par acquisition, seigneur de Bois-Claireau à Théier, aujourd'hui en Sarthe. En 1535, il devient châtelain. On l'appelle Monsieur de Sable, de Saint-Denis de Sable. C'est un petit hameau qui se trouve aujourd'hui en Sarthe. Il est aussi seigneur de Courboulin et de l'Épinay. Il est anobli par François Ier en juin 1540. Ayant le titre de vicomte du Perche et maître des requêtes des rois et reines de Navarre, il acquiert en 1547, c'est l'année de la mort de François Ier, le château et les terres de Landres, château qu'il fait reconstruire. Il devient donc seigneur de Landres à Mauves, titre auquel il ajoute celui de seigneur du Breuil à Corbon, tout près de Mauves. Ses enfants, au nombre de 8, connaîtront des destins très différents. Ses 4 filles se marieront, auront une nombreuse descendance, mais aucun enfant ne naîtra de ces 4 fils, dont la fin pour 2 d'entre eux sera vraiment tragique. Alors, un petit mot sur les 4 filles. Il y a une incertitude, on est toujours au XVIe siècle, quant à l'ordre de naissance des 3 premières filles et jusqu'à leur prénom. Je me base sur le manuscrit de Jean II de Brévedent et sur les recherches dans les dossiers de la Bibliothèque nationale du descendant de Goëvreau, le commandeur Henri Lecourt, pour établir l'ordre suivant, mais il n'est pas certain. L'aînée, donc famille Le Balleur, l'aînée de ses filles, Marie, ou est-ce Françoise? On a une incertitude sur son prénom. Son cousin Brévedent ne précise pas son prénom, épouse le sieur François Le Balleur, enquêteur au Mans. Il fut seigneur de Landres, ils eurent plusieurs filles et au moins 3 fils, Ambroise, François et Jacques, qui se retrouvent, je cite Henri Lecourt et le marquis de la Jonquière, à son retour du Brésil, seigneur de Landres à Mauves par succession de son oncle Félix de Goëvreau, seigneur de Molinois. Jacques a même plaidé en 1599 contre sa plus jeune tante, Antoinette de Goëvreau, à l'occasion du patronage de la chapelle de Saint-Jean l'Évangéliste en l'église de Mauves. Seconde famille, la famille Bouju de Verdigny, aujourd'hui Verdigné. Jean de Brévedent affirme de la seconde des filles du sieur de Goëvreau, qui était fort belle, se maria avec le sieur de Verdigny, nommé Bouju, lieutenant criminel au Mans. D'après Henri Lecourt, elle s'appelait Françoise de Goëvreau et son mari Louis Bouju, seigneur de Verdigny. Mais une autre source généalogique affirme qu'il s'agissait de Marie Goëvreau, mariée à François Bouju. Le manuscrit Brévedent indique qu'ils eurent un fils aîné, Thibaut, et une fille Catherine.
Par contre, la source généalogique leur attribue 2 ou 3 autres fils, dont Pierre et Jean, ainsi que 2 ou 3 autres filles, dont Madeleine et Marguerite. Cette famille eut un destin très mouvementé, lié aux troubles de la rébellion calviniste au Mans en 1562. Troisième famille, famille Labbé de Saint-Léonard. La troisième fille du médecin, Marguerite, épousa par contrat du 18 novembre 1536 le sieur de Saint-Léonard, de son nom Richard Labbé. Après la mort prématurée des fils de Jean Goëvreau, son époux devint vicomte du Perche de 1553 à 1558. Ce couple eut une nombreuse postérité, dont au moins 4 fils, et je cite Jean de Brévedent pour sa remarque très importante qui m'a permis des recherches approfondies. L'un des fils eut la survivance de l'état de son père. L'autre est d'église. Les autres sont gentilshommes de robe courte, gendarmes de la compagnie du seigneur d'Eau, sous le dit seigneur de Tourouvre, notre cousin. Alors voici la chose qui m'a beaucoup intéressée. J'ai connu celui d'église par accident, d'ailleurs par hasard, en une audience du Grand Conseil en l'an 1588, ce me semble, plaidant comme résignataire, c'est-à-dire comme successeur, du seigneur trésorier de Saint-Julien du Mans, frère du dit défunt seigneur de Gueuraud, pour un prieuré, et c'est à l'appel des noms de famille que je le reconnus. Or, on sait qu'un Pierre Goëvreau, chanoine connu, très respecté, était secrétaire du cardinal de Rambouillet, trésorier de la cathédrale Saint-Julien du Mans, et qu'il mourut, âgé, le 2 août 1586, en témoignait son épitaphe gravée sur une plaque de cuivre dans la chapelle Saint-Pierre de la cathédrale du Mans. Alors, cette plaque a été détruite, mais il nous reste le dessin avec l'inscription complète de cette épitaphe. Ce frère du médecin aurait donc survécu plus de 30 ans à Jean Goëvreau, ce qui n'était pas rare même au XVIe siècle. Et il s'agit probablement de lui. Et il est tout aussi probable que c'est ce Pierre chanoine, frère du médecin, qui a rénové, tout près de la cathédrale, la maison canoniale Saint-Jacques au Mans en 1560. Concernant la dernière fille de Jean Goëvreau, la famille de Tourouvre, tous les documents s'accordent à préciser donc qu'il s'agit d'Antoinette, dame du Breuil à Corbon, qui épousa Robert IV de la Veuve ou de la Voue, baron de Tourouvre. Elle entra, selon Jean de Brévedent, dans la, je cite, famille la plus illustre et la plus signalée du Perche. Leurs ancêtres remontent en effet à la première croisade. Antoinette apporta en dot la châtellenie de Sable. Le couple eut, semble-t-il, 3 fils et 4 filles. La terre de la Veuve était située en la paroisse de Corbon, près de Mauves, et c'est aussi à Corbon que s'est située la terre de Breuil, qui appartenait aux médecins. Concernant les 4 fils, leur destin sera complexe et tragique pour certains, et complexe à déchiffrer, car il y a eu très probablement des confusions avec d'autres Goëvreau de la même famille portant les mêmes prénoms. L'aîné s'appelait Alexandre. Il était conseiller au Parlement de justice de Paris, puis curé de Vaugirard en 1550 et abbé de l'abbaye de la Trappe, près de Mortagne. Mais il porte le même prénom qu'un Alexandre Goëvreau, chanoine en 1528, qui apparaît dans le cartulaire de l'évêché du Mans. On pense que cela pourrait être un frère du médecin, mais on n'a pas de document plus précis. Le second fils du médecin, Félix, fut abbé commendataire de l'abbaye de Molinet, curé de Mauves, prieur commendataire de différents prieurés, chanoine de Saint-Julien, et il hérita de différentes seigneuries de son père, en particulier de celle de Sable. Il porte, lui aussi, le même prénom qu'un Félix Goëvreau, plus âgé, déjà chanoine, en 1529, noté sur les cartulaires chanoine de la cathédrale Saint-Julien du Mans de 1538 à 1540. D'ailleurs, Ambroise Ledru, un historien du Mans qui habita la maison Saint-Jacques, écrit «
Félix Goëvreau occupait la maison de la Voûte, au Mans, rue du Doyenné, et mourut en 1558. Il était probablement le frère de Jean Goëvreau, médecin. En effet, il était très courant que l'on donnât à l'enfant le prénom de son parrain. Il est donc fort possible qu'Alexandre et Félix aient été les frères du médecin et les parrains de ses deux premiers fils. Quant au troisième fils du médecin, Jean IV, il porte le prénom de son père, le prénom de son grand-père et le prénom de son arrière-grand-père. Il est le plus beau, le plus brillant en société, l'enfant préféré de sa mère, si l'on en croit son cousin Jean de Brévedent, qui d'ailleurs n'approuve pas du tout sa tante, qu'il critique vertement. À ce sujet, j'ai été très amusée par la réaction du descendant des Goëvreau, Henri Lecourt. Celui-ci, fort choqué par la liberté de ton de Jean de Brévedent, signale par une petite note qu'il désapprouve totalement son manque de respect à l'égard de sa tante. Ce troisième fils, Jean, eut un destin tragique. Il mourut subitement chez son père à Paris pour une raison totalement inconnue en 1544, en revenant de l'université où il étudiait. J'ai cherché, mais aucun document, aucun témoignage n'ont permis d'établir les causes de ce décès soudain. Quant au dernier, le Benjamin, Pierre, qui portait tous les derniers espoirs de la famille pour la survie du nom de Goëvreau, il eut un sort encore plus tragique. Il mourut noyé dans la Loire à Orléans, assassiné par un batelier avec lequel son camarade et lui s'étaient disputés alors qu'il était encore jeune étudiant et que son père était toujours vivant, d'après son cousin de Brévedent. Donc il est mort entre 1544, date de la mort de son frère Jean, et 1551 ou 52, date de la mort de son père le médecin. Ce n'est donc pas lui qui a pu rénover la maison Saint-Jacques en 1560. Il était sans doute déjà mort. Et on a vu qu'un Pierre Goëvreau, très respectable chanoine de la cathédrale du Mans, était décédé le 2 août 1586. Il est très probable que ce fut ce Pierre Goëvreau chanoine qui rénova la maison Saint-Jacques en y accolant une tour qui rappelle d'ailleurs étrangement la tour de la maison Goëvreau à Mauves. Donc de cela il ressort que la plaque comporte cette inexactitude. Le fils du médecin Pierre mort jeune, avant 1551 ou 52, puisque son père a suivi ses obsèques, ne peut pas avoir été celui qui a rénové en 1560 la maison Saint-Jacques. Alors je me posais des questions sur l'identité de ce Pierre, ça pouvait être un cousin ou un frère du médecin, mais Jean de Brévedent m'a éclairé en évoquant à propos d'un fils de Marguerite de Goëvreau, un frère du médecin chanoine trésorier de Saint-Julien-du-Mans et qui était décédé peu avant 1588. Est-ce un hasard si après le décès dramatique de ses deux plus jeunes fils, Jean Goëvreau mourut à Mauves-sur-Huine, dans la ville qu'il avait vu naître, vers l'âge de 50 ou 56 ans selon sa date de naissance. Par contre, on sait qu'il est mort à peu près vers 1551 ou 1552. C'est une date un peu incertaine, mais qui est communément admise. Le dernier mot revient à son descendant, Henri Lecourt. On voit donc que si le nom du médecin de François Ier s'éteignit de bonne heure, son sang s'est répandu dans de nombreux rejetons, dont la plupart sont loin de se douter qu'ils coulent dans leurs veines. Et il fait ainsi allusion à la nombreuse descendance des filles de Jean Goëvreau. J'aborde la deuxième partie qui concerne son petit livre, l'un des premiers livres de médecine écrits en français. Il est tout simple, ce n'est pas un gros livre, il est de petit format, in octavo de 97 feuillets, et qui comporte même à la fin un traité contre la peste, mais qui n'est pas de lui, mais du médecin angevin Nicolas de Housmen. Et surtout, donc son importance vient du fait qu'il est écrit en français. Il eut un énorme succès au XVIe et au XVIIe siècle. On dirait aujourd'hui que ce fut un best-seller.
Il a été publié pour la première fois à Alençon en 1530, bien après la mort de la duchesse d'Alençon, mais on pense qu'il est l'un des premiers ouvrages sortis des presses d'Alençon en 1530. C'est une édition rarissime dont il existe seulement 4 exemplaires complets dans le monde entier. 4 exemplaires. Il fut maintes fois réimprimé la même année, d'abord à Paris, puis à Lyon, où il y eut plusieurs éditions différentes. Puis il n'a cessé d'être réimprimé, parfois sous un titre et un format différent, ce qui explique qu'on a pu considérer à tort que Jean Goëvreau avait écrit plusieurs livres. La préface suggère qu'il fut composé, je cite, pour obéir au bon plaisir et volonté de sa dame. Et il est fort probable que l'idée suggérée par Marguerite de Lorraine ait été réalisée plusieurs années après sa mort, avec l'aide, l'approbation et l'encouragement de Marguerite de Navarre, qui fut sa belle-fille. En effet, donc la préface d'une autre édition de 1530 précise que le livre a été, je cite, fait à la requête de feu Madame Marguerite de Lorraine, duchesse douairière d'Alençon. Alors voilà le titre qui est très long de l'édition, la première édition de 1530. Elle est en écriture gothique. Sommaire très singulier de toute médecine et chirurgie, spécialement contre toute maladie survenante quotidiennement au corps humain, composé et approuvé par maître Jean Goëvreau, docteur en médecine et médecin du très chrétien roi de France, François, premier de ce nom. Item, un régime singulier contre la peste. Item, y a été ajouté une table pour plus facilement trouver le contenu du dit sommaire. L'édition plus tardive de 1579 a une typographie plus moderne, en lettres carolines, et s'intitule différemment. Mais c'est toujours le même livre. La conservation de santé pour la commodité de la vie humaine, avec remèdes secrets contre toute maladie, plus la manière de prendre médecine, le tout fait par Monseigneur Jean Goëvreau, médecin ordinaire du roi, à Paris, par Nicolas Bonfons, rue Neuve Notre-Dame, à l'enseigne Saint-Nicolas, 1579. Alors le médecin propose d'abord un résumé de physiologie, selon les connaissances de l'époque très influencées par les grands médecins de l'Antiquité comme Hippocrate et Galien. On y trouve la doctrine des tempéraments et la théorie des humeurs, qui seront toujours d'actualité du temps de Molière. Pour Hippocrate, l'état normal est un équilibre entre les sécrétions des 4 humeurs. Ces 4 humeurs déterminent 4 tempéraments selon Jean Goëvreau. Le flegme donne à l'homme être bien composé, endormi, paresseux, dur d'entendement, abondant en salive, de couleur blanche. La mélancolie, c'est la bile noire, donne à l'homme être solitaire, pusillanime, timide, triste, ennuyeux, curieux, avaricieux, de couleur noire. Le sang donne à l'homme être charnu, libéral, aimable, benin, joyeux, ingénieux, audacieux, lubrique, de couleur rouge. La colère, c'est-à-dire la bile jaune, donne à l'homme être ennuyeux, convoiteux, subtil, hardi, irascible, vaillant, prodigue, maigre, de couleur jaune. Le médecin avance même qu'il existe 4 complexions simples et 4 complexions composées, plus une 9e d'équilibre parfait, mais introuvable dans l'humanité. Son livre est divisé en 12 chapitres. Premièrement, des aides propres à la douleur de tête. Si douleur de tête provient de la chaleur du soleil, si douleur de tête procède de la froidure de l'air. Régime pour chacune douleur de tête. Douleur et maladie de la tête et de la face, affection des yeux et du nez, rage de dents et hygiène buccale. Deuxième chapitre, des aides pour maladie de la face. Tierce chapitre, des aides pour maladie de la poitrine. Le quart chapitre, des maladies de cœur. Le quinte chapitre, des aides pour maladie d'estomac.
Le 6e chapitre, des aides pour maladie de foie. 7e chapitre, des aides pour maladie de cysticélis, c'est-à-dire vésicule biliaire. 8e chapitre pour maladie de rate. 9e chapitre des maladies des boyaux. 10e chapitre des maladies féminines, c'est moi qui ai rajouté ce titre parce qu'il n'en avait pas. 11e chapitre des remèdes pour la goutte. Et 12e chapitre, prière et fin de la conservation de santé. En fait, le chapitre 12, consacré aux maladies de l'esprit, je cite, remèdes contre les maladies et perturbations d'esprit, est en réalité une fervente prière. On note aussi une prière à la fin de l'ouvrage qui rappelle la piété de Marguerite de Lorraine. Alors pourquoi cette division en 12 chapitres? Elle n'est sans doute pas anodine ni faite par hasard. La symbolique du chiffre 12 qu'on retrouve dans différentes cultures antiques ainsi que dans la Bible et qui marque la fin d'un cycle est entre autres celle de l'astrologie, les 12 signes du zodiaque, toujours respectés au XVIe siècle. Ce n'est pas un hasard. Médecine et astrologie sont liées. En témoigne d'ailleurs au Mans la maison dite d'Adam et Ève du médecin astrologue, qui fut aussi le médecin de la reine Marguerite de Navarre, Jean de Lépine. Sa spectaculaire demeure en pierre, construite vers 1520-1525, est ornée de bas-reliefs sculptés évoquant des symboles astrologiques et très certainement alchimiques. C'est une façade qu'il faudrait décrypter d'ailleurs. On pourrait juger simpliste l'ordre des chapitres qui commence par analyser les maux de la tête pour, suivant la verticale du corps, terminer par ceux des pieds. Mais au XVIe siècle, la référence étant toujours l'astrologie, il est tout à fait normal pour un médecin de se conformer au cycle astrologique qui débute par le signe du bélier, symbole de la tête, pour aboutir au signe des poissons, symbole des pieds. Ainsi, Jean Goëvreau ne fait que suivre les enseignements de son époque. Alors, certains ont pu dire, avec un peu de dédain, que son livre n'était qu'une collection de remèdes, de recettes de bonnes femmes, fait essentiellement d'onguents et de plantes. Mais du moins, ces remèdes n'étaient pas dangereux pour la santé, et souvent ces conseils étaient pleins de bon sens et de pertinence, ce dont ne faisaient pas toujours preuve d'autres médecins selon Molière. Il y a peu de recommandations de saignée, alors qu'elle était très à la mode à l'époque. Mais surtout, car ce livre est destiné à être utile à un grand nombre de personnes, il y a des recettes avec des plantes dont certaines pourraient aujourd'hui appartenir aux médecines dites douces. Il est probable qu'on peut y reconnaître l'influence de la duchesse d'Alençon. Voici, pour exemple, un remède pour apaiser la rougeur des yeux. Je cite, « Pour rougeur des yeux, au commencement de la rougeur, faut mettre dessus les yeux, étoupe mouillée en aubin c'est blanc, en aubin d'œuf, lesquels aubins soient bien agités avec eau de rose ou de plantain. » Voilà une recette toute simple et qui semble pouvoir être efficace. Car le plantain s'est révélé être une plante aux multiples indications médicales. Et voici un autre remède pour la douleur de dents. On sait qu'il a soigné avec succès la dentition de François Ier qui avait beaucoup de troubles et de maux de dents. Douleur de dents peut venir de causes chaudes ou froides. Si de cause chaude, les gencives sont rouges et fort chaudes, par quoi est bon tenir en la bouche au camphré ou faire bouillir peu de camphre en vin aigre et le tenir en bouche. Or aujourd'hui, le camphre est réputé anti-inflammatoire, antiseptique et analgésique. Des produits de santé contenant du camphre ou des huiles d'eucalyptus, huile aromatique, sont fréquemment vendus sans ordonnance comme remède contre la toux et le rhume, que l'on doit frictionner sur la poitrine ou dont on inhale les vapeurs pour diminuer la congestion. Autre remède, c'est le bon sens qui prévaut dans ce remède destiné à faire cesser les maux de tête.
je cite, « Il n'est rien plus convenable pour faire cesser douleur chronique de tête que tranquillité et faire cesser toute chose qui émeuve la vertu animale, comme font forte cogitation et tout labeur d'esprit. Et signalement, on doit, après le manger, soit garder de toutes choses qui travaillent l'entendement, comme contempler, étudier, lire ou écrire. » D'autres recettes apparaissent plus curieuses, comme ce remède dit expérimenté contre la phtisie, contenant de la poudre de pimpernel et de l'eau d'escargot. Et finalement, ce remède va se révéler être bien adapté et plutôt efficace. Prenez 2 onces pimpernel. Alors, pimpernel, c'est en fait la pimprenelle, une herbe aromatique au goût de concombre qu'on peut mettre dans les salades et qui a des propriétés antivirales, expectorantes et anti-inflammatoires. Donc, prenez 2 onces pimpernel et faites poudre, puis avec sucre, faites électuaire. L'électuaire, c'est une préparation pharmaceutique de consistance molle avec des poudres et avec des substances diverses incorporées à du miel ou à un sirop, duquel baillez tous les matins 2 drachmes, la drachme romaine valait 2,27 g, avec 3 onces d'eau de pimpernel, une once 30,59 g. Eau distillée d'escargot vaut moult à boire tous les matins aux phtisiques et à tous ceux qui sont secs et maigres. Et aujourd'hui, on a redécouvert la barbe d'escargot. Elle entre dans la composition de crèmes pour des soins de beauté de la peau et des sirops contre la toux. On trouve de la barbe d'escargot dans un certain sirop commercialisé depuis le milieu du XXe siècle. En effet, au XXe siècle, on a redécouvert que le mucus d'escargot, très connu dans l'Antiquité, recommandé par Hippocrate, Pline et Galien, qu'il avait une propriété antispasmodique sur les bronches. Et certains médecins attribuent même aux escargots aujourd'hui de grandes propriétés de protection cardiovasculaire. Ainsi, ce petit livre de Jean Goëvreau mériterait d'être scruté avec soin par la médecine d'aujourd'hui, car il pourrait encore nous réserver de bonnes surprises. Et j'ai moi-même été étonnée par la pertinence de certaines recettes. Enfin, pour terminer, je dirais que j'ai apprécié l'humanité de ce médecin du XVIe siècle, sûr et loyal, dévoué à ses patients, qu'ils soient riches ou pauvres, nobles ou non. Oublié aujourd'hui, au sommet de sa gloire autrefois, il a exercé son métier avec sérieux, avec bon sens, toujours respectueux de sa famille et des valeurs de piété religieuse qu'elle lui avait inculquées.